Le débrief de RTCI. Le débrief de RTCI. Il est actuellement 11h13 précises et vous suivez la programmation de Radio Tunis Chaîne Internationale. Bienvenue dans le débrief de RTCI, votre rendez-vous quotidien d'une heure consacré à l'analyse de l'actualité nationale. C'est Ziad Mahjoub au micro, en compagnie de mes collègues Tarek Drissi aux commandes de la réalisation, Rim Trablsi notre journaliste web et Mounir Al-Hammami à la coordination. Le débrief de RTCI sera consacré ce jeudi au dernier développement de la guerre menée par l'entité sioniste contre le peuple palestinien. Nous aborderons ce conflit qui dépasse les frontières géographiques pour s'étendre désormais à l'espace numérique. Pratiquement tous les réseaux sociaux sont devenus des champs de bataille au service de la propagande sioniste, et on va faire un décryptage de la situation sur terrain au 13e jour de cette guerre menée par l'occupation israélienne contre les civils à Gaza, avec un soutien affiché de l'Occident et des États-Unis. Les tentatives diplomatiques ont-elles échoué à débloquer la situation et quel scénario envisageable pour la suite de ce conflit? Nous serons de retour avec l'analyse dans quelques instants. Restez à l'écoute de RTCI. Alors, mesdames et messieurs, le conflit impliquant l'entité sioniste et le peuple palestinien ne se limite plus à une dimension géographique, mais s'étend désormais à l'espace numérique. Les médias occidentaux et les plateformes de réseaux sociaux sont actuellement utilisés comme outils de désinformation pour la diffusion de la propagande liée au camp sioniste. Pour en savoir plus, nous avons le plaisir de recevoir au bout du fil Monsieur Khalil Jlassi, chercheur en sciences de l'information et de la communication. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Zied et merci pour cette invitation. Merci beaucoup. Merci Khalil. Donc d'abord, quelle est votre analyse, si vous voulez, de la manière dont le conflit à Gaza est médiatisé, en particulier en présence des plateformes de réseaux sociaux? En fait, tout d'abord, je voudrais exprimer tout mon soutien au peuple palestinien qui passe par des moments vraiment très très difficiles. Pour répondre à votre question, il faut savoir que la médiatisation, d'une façon générale, est un processus très complexe qui implique plusieurs déterminants. La médiatisation d'une guerre, c'est encore plus complexe, car nous évoquons en fait des machines de propagande énormes. Nous évoquons également des contextes de désinformation très larges, et c'est justement le cas du traitement médiatique de cette guerre en cours. En fait, j'ai remarqué, par exemple, pour les médias occidentaux, que tout support confondu, ils ont adhéré, comme toujours, au récit présenté par l'entité sioniste et soutenu par les régimes occidentaux. Cela a été flagrant avec la frappe de l'hôpital de Gaza et en fait des centaines de morts, selon un bilan exactement plus de 500 morts selon les autorités palestiniennes. Donc le traitement médiatique était très superficiel, indépendamment de l'ampleur des dégâts humains surtout. Je n'ai pas vu un seul média américain, un seul média français ou allemand remettre en cause la version de l'armée israélienne du Tzahal qui a prétendu que ce bombardement provenait d'un tir de roquette raté des fractions de résistance palestinienne. Donc cette médiatisation, je pense, à travers les médias occidentaux, souffre de manquements professionnels graves et énormes, notamment en matière de vérification des faits, de contextualisation. Donc l'accent est toujours mis plutôt sur l'agresseur que sur l'entité sioniste exactement, plutôt que sur Gaza, sur les victimes. Concernant les fondamentaux du journalisme, les règles professionnelles, cette médiatisation est nettement déséquilibrée, voire dans certains aspects, elle est partielle carrément. Oui. Ça d'une part.
D'autre part, je voudrais également en fait aborder en Tunisie comment les médias tunisiens ils ont suivi, ils ont traité l'actualité. Il faut rappeler qu'ils sont dans un contexte, les médias tunisiens sont dans un contexte de crise financière, et que leur médiatisation souffre également de certains manquements, notamment en matière de remise en cause des différentes actualités, de certaines informations. Il faut rappeler également que certaines télévisions sont dans l'incapacité de suivre ce qui se passe à Gaza. De même, cette médiatisation en fait souffre de contextualisation des faits, souffre de manque d'explication, notamment par le biais des potentialités du web. Et venons-en au web, en fait, venons-en aux réseaux sociaux, justement votre question. Il faut dire que les réseaux sociaux ne résument pas le web, mais leur usage est très très répandu comme alternative aux médias classiques et comme arme de contestation plutôt sociale et politique, d'où les campagnes de hashtag et tout ça. Donc de nos jours, les réseaux sociaux sont devenus en fait un acteur indissociable de la médiatisation des faits, et pour cette guerre, justement, dans notre contexte, ces réseaux servent à dévoiler l'atrocité de cette machine de guerre, ces agressions contre un peuple, le peuple palestinien, indépendamment des restrictions faites notamment par Facebook. Par Facebook. Je veux revenir donc, Khalil, aux réseaux sociaux et donc leur influence sur la perception du public et sur les médias et même les autorités. Je cite notamment le discours du président américain sur des enfants décapités, alors qu'il s'agit d'une fausse information qui a été relayée justement sur les réseaux sociaux et les plateformes telles que Facebook et autres. Malheureusement, les réseaux sociaux se sont transformés en fait en armes de persuasion politique, je dirais même en armes de mensonges et de désinformation politique qui est utilisée dans cette guerre par les régimes, en fait, par un État qui se dit un État. Israël aujourd'hui, il est reconnu par certains pays, mais elle est en train de désinformer tout le contexte en fait mondial. Et la frappe d'un hôpital a été flagrante, ça a été en fait le point qui a dévoilé les atrocités, qui a dévoilé en fait les mensonges relayés par certains réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux constituent une première porte d'accès aux informations en Tunisie ou ailleurs selon tous les rapports et toutes les études. Je dirais même qu'ils se sont imposés comme des outils de mobilisation et des amplificateurs de cyberguerre, parce que comme vous l'avez expliqué dans votre introduction, la guerre à Gaza, ou l'agression de la bande de Gaza, elle s'est étendue en fait aux réseaux sociaux. Exactement. Donc, se joue actuellement sur les réseaux, oui. Exactement, c'est un autre front. Donc, mais contrairement à ce que certains pensent, pour revenir à votre question, contrairement à ce que certains pensent, je trouve que les réseaux sociaux, en dépit des restrictions en fait et de la censure exercée notamment par Meta, amènent à une sorte d'intelligence collective et de partage d'expériences et de vision. Je veux en parler, si vous permettez, Khalil. Vous avez certainement remarqué de nombreux cas de censure, de suspension de comptes d'utilisateurs qui sont, ou de pages Facebook pro-palestiniennes. On parle aussi de réduction de la visibilité au niveau de ces réseaux sociaux, de limitation d'apparition sur les fils d'actualité. Est-ce que c'est volontaire de la part? Comment ça fonctionne au niveau des plateformes, des réseaux sociaux? Je vais certainement répondre à cette question, et c'est au cœur du débat actuellement dans le monde arabe ou ailleurs. Mais je vais juste finir en fait l'idée concernant l'effet sur la perception du public. Donc l'autre question. En fait, par exemple, il y a certains influenceurs occidentaux qui ont déconstruit la version occidentale des faits, notamment en ce qui concerne le bombardement de cet hôpital. Donc la désinformation n'est pas directement synonyme d'influence directe, à mon sens, ou d'effet direct sur la perception des faits. Mais on assiste à des attitudes réfractaires qui négocient ces contextes et en fait
car les publics, surtout les jeunes, développent de nos jours en fait des capacités d'analyse des contenus, notamment par le biais de la technologie. Concernant les contextes de censure exercés par Facebook notamment, j'étais parmi les premiers à alerter les médias tunisiens concernant cette question dans un autre passage en fait médiatique. Autant rappeler que Facebook est d'une manière générale, les réseaux sociaux et la technologie sont nés dans un contexte occidental qui est déjà hostile à la cause palestinienne et qui soutient le droit d'avoir un État israélien. Donc cela explique en partie tout le contexte de censure, je dis bien censure des contenus pro-palestiniens. Oui. Concrètement, cela s'explique par un choix, voire une politique appliquée notamment par Meta, pour contrer le récit palestinien. Facebook dit qu'il est en train de contrer le contenu agressif et choquant. Or, cela fait plusieurs années que ce réseau censure le contenu palestinien sans qu'il y ait des images choquantes ou sans qu'il y ait des choses inappropriées. Donc, techniquement parlant, Meta, à travers et plus généralement en fait les réseaux sociaux, ils ont mis en place, surtout Facebook, il a mis en place un système d'intelligence artificielle. Oui. Exclusive au contenu palestinien, donc il est orienté au contenu palestinien. Cela inclut en fait un champ lexical autour de mots précis comme Palestine, Qadiyya al-Falastiniya, Hamas, Muqawma, et qui sont en dialecte arabe bien sûr, et qui sont quasi instantanément en fait signalés automatiquement puis censurés par ces robots dotés de l'intelligence artificielle de Facebook. D'autre part, les algorithmes tendent aussi à baisser automatiquement et tous les Tunisiens ont signalé ce problème. Et le reach, donc l'étendue de ces contenus partagés, des pages et des comptes qui publient le contenu qui est pro-Palestine. Le tout dans un seul objectif politique, je dis bien politique et idéologique même, de contrer la version palestinienne, de contrer le récit palestinien historique. Pour les chercheurs, nous appelons en fait à ce que ces algorithmes soient paramétrables par les utilisateurs eux-mêmes, car de cette manière, je peux, par exemple, moi en tant qu'utilisateur, je peux suivre ce qui m'intéresse et ce n'est pas en fait à Facebook de m'imposer sa vision des choses sous prétexte de protection de cet espace numérique. Dans ce monde où cet espace numérique qui est saturé par la désinformation, comment peut-on s'informer, Khalil? Quelles sont les alternatives? Franchement, à l'Institut de presse et des sciences de l'information, on a fait une étude et on a dit qu'en Tunisie, par exemple, la désinformation constitue tout un système, constitue tout un écosystème hostile en fait au droit à l'information, hostile à un espace public transparent. Donc franchement, nous connaissons un état de désordre informationnel, voire de pollution informationnelle. C'est quoi juste? C'est un état de la société dans lequel les sources d'information sont multiples, voire interminables, où les usages en fait informationnels sont brouillés et où la désinformation est très répandue, impliquant même des stratégies, surtout des stratégies malveillantes et des stratégies coordonnées. Donc s'informer dans ce contexte s'avère très difficile dans une atmosphère de pollution informationnelle. Donc on baigne dans la désinformation pour résumer. Et donc comment on peut s'informer dans cet océan de désinformation? Il faut que le public ou les publics aient la capacité en fait de développer un sens critique. Il faut remettre en cause tous les contenus qu'on consomme, notamment les contenus provenant de sources qui n'est pas identifié. Il faut également constituer soi-même en fait ce que les chercheurs appellent un répertoire média. C'est à travers des sources d'information qui sont vérifiables. Et enfin, c'est à l'État d'adopter des politiques publiques médiatiques qui peuvent protéger le droit à l'information des citoyens et qui peuvent éduquer aux médias numériques dès les classes primaires et qui soutiennent en fait, exactement, qui soutiennent les médias publics, notamment les médias publics, et renforcent leur rôle dans cet écosystème informationnel pour contrer la désinformation vieille. Monsieur Khalil Jlassi, je rappelle, vous êtes chercheur en sciences de l'information et de la communication. Merci pour votre analyse et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, mesdames et messieurs. Restez à l'écoute de RTCI. On revient dans quelques instants.